À l'époque, on parlait de nouvelles technologies d'information et de communication. Ensuite, on a parlé de TIC, on a retiré le terme nouveauté, puisque c'était plus neuf. Donc on parlait de TIC. Ensuite, on a parlé de numérique. Maintenant, on parle de digital, plus anglo-saxon, peut-être beaucoup plus classe par rapport à ça. En fait, c'est un formidable panier dans lequel on met plein de choses derrière tout ça. Et moi, je prends un exemple que j'ai eu cette semaine. Dans le cadre d'un recrutement, on recherche un spécialiste du digital pour une certaine société. J'ai eu un candidat qui se disait spécialiste, en fait, un commercial spécialiste du digital. En fait, il ne faisait que vendre de la pub qui était dupliquée sur un écran. Donc, on retrouve quoi derrière le terme digital? Mais il y a plusieurs choses. Il y a toute la chaîne de valeur ajoutée derrière ce terme digital. On retrouve tous les supports, les écrans, les ordinateurs, les tablettes, les smart TV, les objets connectés, donc les supports qui nous permettent de projeter les images. On retrouve aussi les espaces de communication, de stockage, Internet, le cloud, l'Internet des objets. On retrouve également les outils qui permettent d'interagir. Le plus connu, c'est le web. C'est également les intranets, les sites de e-commerce maintenant sur le téléphone mobile. On a aussi maintenant, puisqu'on est là pour, et on le verra tout à l'heure, on est sur une ère de données, il y a aussi des outils d'analyse, outils de tracking, big data, SEO, SEM par rapport à ça. Et enfin et surtout, dirais-je, le nouvel enjeu du digital, c'est la sécurité. Pour beaucoup de sociétés, y compris de gros acteurs du marché, la sécurité des données, de la vie privée, etc. est devenue un enjeu majeur. Vous voyez, donc le digital, c'est beaucoup plus large en fait que ce qu'on peut imaginer par rapport à ça. Ça va de la couche physique jusqu'à la couche sécurité. Donc ça prend en compte toute la panoplie en fait, d'intervention et tous les métiers qu'on peut avoir derrière tout ça. Petit rappel, puisqu'on est sur une conférence essentiellement RH, de l'évolution d'Internet. Donc là, on est sur la partie où on a vu digital, support par rapport à ça. Bon, excusez-moi sur la précision des dates par rapport à ça. Naissance technique d'Internet, années 80. Naissance du WW, donc l'Internet en fait que l'on connaît au quotidien, dans les années 90-95. Et le message que je souhaite faire passer par là, c'est que, et moi j'en suis issu, dès l'apparition du WW, sont apparus en fait les premiers sites emploi. Dès qu'un média apparaît, il y a forcément tout de suite et obligatoirement la conséquence vers la partie emploi. Et RH forcément, la déclinaison. Grande évolution d'Internet, je ne parle pas de révolution avec l'apparition du Web 2.0 et François aime bien ce terme-là, 2.1, 3.1, 4.0. Donc dans les années 2003-2005 sont apparus en fait une chose en fait qui à l'époque n'existait pas, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'Internet, on a donné la possibilité à des gens comme vous, comme moi, comme vous, qui est derrière votre écran, gratuitement de pouvoir déposer du contenu sans être forcément un informaticien ou un webmaster, avec l'apparition des premiers blogs. Et ça, pour nos recruteurs, c'est génial. Parce que plus on vous donne la possibilité de vous exprimer, plus on vous donne en fait, plus on nous donne des canaux et outils de communication, et ben, plus ça nous permet en fait tout simplement de faire de la project moderne par rapport à ça. On va y revenir par la suite aussi. Autre évolution d'Internet aux années 2010-2015, et on verra, on est à l'heure actuelle sur Internet social, local et mobile. Quand on parle des réseaux sociaux, on va voir tout à l'heure, l'impact des réseaux sociaux est déterminant. Mais on est aussi sur Internet des tablettes, des téléphones mobiles par rapport à ça. Et enfin, donc ça c'est l'avenir, on est encore un petit peu dans l'expectative et un peu la science-fiction. Dans les années à venir, on sera vraiment sur Internet des données. Je ne parle pas forcément de big data, mais surtout sur l'exploitation des données dans un objectif de création de valeur, et on le verra tout à l'heure. Vous voyez donc, chaque évolution en fait, d'un média a forcément des conséquences et des impacts sur l'emploi, sur l'expérience candidat qu'on doit en avoir derrière, et ça on verra tout à l'heure, et forcément sur l'utilisation en tant que recruteur par rapport à ça. Les conséquences de tout ça, c'est tout ce qu'on a vu avant, tous les canaux et les technologies s'additionnent. Pour un recruteur, ça devient de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus chronophage par rapport à ça. Et surtout, plus important, c'est que plus on a de canaux, plus c'est digital, plus on a d'autres possibilités, plus la recherche et l'identification des contacts nécessite une maîtrise technique, voire même technologique.
Moi, je me souviens à l'époque, j'étais représentant d'un ou plusieurs grands sites d'emploi. Si on souhaitait recruter sur Internet, comme on l'a vu avant, il s'agissait simplement d'avoir un login, un mot de passe, on se connectait sur un job board, on allait rechercher du CV, on déposait une annonce. C'était pas très compliqué quand même. Alors qu'à l'heure actuelle, avec la démultiplication des canaux sociaux et ailleurs, c'est de plus en plus technologique et complexe par rapport à ça. Donc il faut une vraie maîtrise et expertise métier si on souhaite vraiment s'orienter vers une utilisation professionnelle en fait, des nouveaux outils en fait, de recherche de candidats. Et surtout, et on l'a vu, comme les canaux s'additionnent, on doit avoir une démarche qui est globale. Et ça, c'est important. Quel est l'état des lieux actuel d'Internet? On est sur un Internet, ça est marqué bien, je suis désolé pour ceux qui sont derrière, social, local et mobile. Petit rappel, pas très visible derrière l'écran, mais c'est pas grave, 2,5 milliards de personnes connectées sur Internet. J'entends encore que c'est un millier d'avenir. En fait, le ratio entre la population et le nombre d'utilisateurs d'Internet, c'est assez impressionnant. 40 millions de personnes en France connectées. Dès 2014, et c'est la première fois, le nombre de mobinotes, donc le nombre de personnes qui consultent Internet via leur téléphone mobile et les tablettes, a dépassé le nombre d'utilisateurs sur un écran. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir aussi au niveau notamment des espaces carrières, des espaces emploi, des sociétés. L'impact, il est là aussi par rapport à ça. Ne jamais se séparer de l'usage. Et enfin, on est hyper connectés. Regardons-nous. Pour la plupart des gens qui sont ici et vous derrière aussi l'écran, on est tous derrière un écran, on est tous en train de tweeter ou suivre les élections directes. On est hyper connectés. Le message que je veux faire passer est plutôt là. En France, on est certes ultra connectés, mais on participe également. On est ultra contributeurs sur Internet. Et on est parmi les plus grands contributeurs, donc les plus grands donneurs de contenu en fait sur Internet. Pourquoi? Je ne pose pas la question parce que... etc. Parce qu'on a une culture en fait du digital en France qui est issue du Minitel. 20 ans avant l'arrivée d'Internet, et moi je m'en souviens, hein, on était déjà derrière un petit écran, en train de pianoter. C'est la même logique. Mais en tout cas, on a cette culture en France du digital, ce qui explique aussi en partie pourquoi on est si impactant dans cet univers global de l'économie digitale. 40% des internautes français participent et sont actifs et génèrent du contenu. Et pour nos recruteurs, plus il y en a, et plus c'est génial. Statistique très importante, on est sur Internet social, local et mobile. Il y a autant d'utilisateurs de voitures que de réseaux sociaux. Et deuxième statistique, en France, vous avez les statistiques globales hein, des réseaux sociaux, hein, les chiffres ne sont pas toujours exacts, c'est les chiffres qu'on nous donne, etc. Mais pour moi, le plus important là, c'est que en France, 1 minute sur 3 passée en ligne est dédiée aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on prend l'Internet comme une autoroute, c'est un tiers de l'autoroute. Donc, pour les entreprises, l'enjeu est important. Vous n'avez pas d'autre choix, quoi qu'on en dise, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'un point de vue professionnel, puisque ça représente un tiers de la porte d'entrée en fait sur Internet. Et dernière statistique, elle n'apparaît pas sur ce tableau-là, Facebook représente à lui seul 60%. Vous voyez, donc on pense souvent réseau social, public, privé, etc. Mais on ne peut pas se passer d'un point de vue professionnel d'utilisation des réseaux sociaux, y compris grand public. Mais au fait, c'est quoi un réseau social? Aidez-moi s'il vous plaît. Qui se lance une cour... Je donne pas un cours, hein, c'est participatif. Donc là, vous avez la finalité. On le sait tous, hein. On va me dire c'est pour échanger, partager autour d'intérêts communs, gna gna gna. Tout le monde le sait. On sait à quoi ça sert. Mais c'est quoi un réseau social? Un ensemble de liens entre des personnes. Ouais. T'as une partie de la réponse? Ouais. Qui se lance? Un pogo numérique. Un pogo numérique. Un pogo numérique. Comme les chanteurs, non? Pogo, non? Valentin? Et si tu permets, c'est quand même assez étonnant parce qu'on est 4-5 ici à être quand même plutôt
vraiment connecté digital, on a du mal à répondre à la question. Non, Cette on cherche- question-là, on cherche surtout à savoir où Frédéric va nous emmener. Ça veut dire quoi ça? Oh la pirouette. Si je peux me permettre. C'est une communauté avec un intérêt commun, je dirais. Ouais, ça c'est l'objectif. C'est écrit. Ah, c'est l'objectif. Ah, Ah, non, bon, je pense, pense. ouais. C'est qu'en rouge, tu vas dire bien à mon avis, c'est pour ça en fait. Cette question, je la pose systématiquement chaque fois que je fais une conférence. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a répondu à ce jour. Pourtant, ça, je la pose des dizaines de fois cette question. Alors, c'est quoi un réseau social? Bah, c'est un moteur de recherche. Ni plus ni moins. Prenez LinkedIn, prenez Facebook, etc. Ce ne sont ni plus ni moins que des moteurs de recherche. Je reprends la version, je vous ai dit, je suis là pour faire prendre conscience des choses. Les réseaux sociaux ne sont ni plus ni moins que des moteurs de recherche, donc ils fonctionnent avec des mots-clés, voilà, qui, oui, bien sûr, utilisent l'interactivité et pratiquement la gratuité en fait d'Internet pour mettre des gens en relation, pour échanger autour d'intérêts communs. Mais retenez cette logique-là, les réseaux sociaux ne sont que des moteurs de recherche, comme Google par exemple. Et ça fonctionne avec des mots-clés. Donc il ne faut pas les rendre plus sociaux, désolé s'il y a des gens des représentants de réseaux sociaux derrière, mais il ne faut pas les rendre plus sociaux qu'ils ne le sont. Ce sont des moteurs de recherche, de mise en relation par rapport à ça. Et si on souhaite les utiliser, bien entendu, d'un point de vue professionnel, toujours retenir cette mécanique et cette logique de se dire que ce sont des moteurs de recherche qui fonctionnent avec des mots-clés. Oui? Enfin, c'est limitant comme vision des choses quand même. C'est parce que tu le vois par rapport à ton métier ou c'est parce que c'est vachement limitant? Tu peux pas dire que ce n'est qu'un moteur de recherche. Le côté social est hyper important, hyper générateur d'engagement. Oui, le côté social, c'est nous qui le provoquons. Mais dans la logique absolue, pour retrouver quelqu'un, pour rentrer en relation avec une autre personne, on fait quoi pour retrouver? On fait comment? Et comment on fait pour chercher l'information sur un moteur de recherche? On utilise la même mécanique et la même logique que sur l'utilisation de Google. On recherche par mots-clés. Ça fonctionne toujours avec des moteurs de recherche. Non, Après, il y a une alternative. alternative. Je suis pas d'accord avec toi, on recherche par relation. Non, il y a une dimension supplémentaire quand même. Non, il n'y a pas que... Ou alors c'est un moteur de recherche avec un algorithme un peu différent, mais qui prend en compte les liens et les relations qui existent entre nous, et qui ne prend pas en compte que les intérêts et les affinités que prendra en compte Google. Mais non, il y a un aspect, relationnel assez puissant. Ça, c'est la deuxième étape déjà. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire que la première étape, c'est effectivement le niveau moteur de recherche, où pour être en relation avec quelqu'un, on va, entre guillemets, simplement taper son nom. Et ensuite, l'interactivité Et ensuite, l'interactivité et je pense que c'est la ça relation que- sociale se met en route. Oui, Mais en fait, Après, il y a des acteurs. le réseau social Qui utilisent nécessite un réseau humain de toute façon. Tout à fait. Et c'est Mais- ce qu'on voit rarement. Mais la mécanique en fait d'utilisation d'un réseau social, lorsqu'on fait même du recrutement ou quand on recherche de l'information, ça passe toujours par certains moteurs de recherche. Tu prends l'exemple de Twitter, parce qu'on focus là peut-être sur LinkedIn, Vidéo, etc. On fait comment pour retrouver l'information? Même si le moteur n'est pas parfait, on va dans la petite barre et on utilise en fait des mots-clés. Sur Vidéo, LinkedIn, Facebook, c'est la même logique. Après, bien sûr, il y a la dimension sociale qui permet d'interagir plus rapidement que sur des moteurs classiques, etc., etc. Mais ça reste toujours quand même l'utilisation de mots-clés par rapport à ça. C'est la base du mode de fonctionnement du moteur de recherche et de l'informatique. Après, bien entendu, ça va beaucoup plus loin dans l'interactivité, etc., etc. Après, il y a des hommes pour le faire vivre. Oui, tout à fait. Et c'est l'avantage aussi de la puissance de l'outil, c'est que ça exploite vraiment la notion d'interactivité, la gratuité aussi d'utilisation d'Internet, la possibilité de mise à jour, d'interagir, etc. Oui, c'est une évolution assez importante. Mais la base et le mode de fonctionnement reste toujours mot-clé. Et ça, c'est important. Concernant les usages, quels sont-ils? Donc là, c'est une étude en fait qui est issue de Segos 2014. Je l'ai sorti parce qu'elle était plutôt pas mal sur l'usage et l'impact du digital des réseaux sociaux en entreprise. En fait, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage entre l'intention et les actes. On parle beaucoup de réseaux sociaux, mais dans l'absolu, est-ce qu'on les utilise vraiment en entreprise? C'est pas encore beaucoup le cas. Je pense que le marketing a été beaucoup plus important que l'arrêté. C'est toujours comme ça, mais on commence à peine à avoir une utilisation business. Il y a un usage RH qui commence à émerger. Donc on sait qu'il y a une valeur ajoutée, on sait que ça peut être utile, etc. Mais sur le terrain et par rapport au quotidien, parce qu'il faut toujours nous ramener au quotidien, par rapport à ça, on en est au tout début de l'utilisation professionnelle par rapport à ça. Et les besoins dans les entreprises sont plus au niveau du fait de savoir que ça peut être utile, puisqu'on le sait que c'est utile. Mais les besoins des entreprises sont plutôt au niveau des formations liées à l'action.
il y a l'usage professionnel de ces outils-là en entreprise. Le besoin il est là à l'heure actuelle. Le message que je voulais faire passer, c'est que quand on parle réseaux sociaux, on pense toujours aux mêmes en fait, aux marques, parce qu'on aime bien les marques. On connaît tous Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. etc. Mais il faut savoir qu'il y a une classification maintenant qui commence à être un peu plus précise. On a les réseaux sociaux grand public, les deux plus connus sont Facebook et Google+, même s'ils commencent à changer de finalité et d'objectif, mais c'était comme ça à l'origine. Il y a les réseaux sociaux, on va dire, professionnels. Les réseaux sociaux professionnels, les deux plus connus sont Viadeo ou LinkedIn. Mais le message que je souhaitais faire passer par rapport à ça, c'est que les réseaux sociaux professionnels, il y en a plus de 250 sur le marché. Il y a autant de réseaux sociaux que de métiers par rapport à ça. Donc là, on m'a demandé d'intervenir sur une logique recrutement. Si on recrute un commercial, par exemple, vaut-il mieux aller sur un réseau social généraliste, comme on peut avoir des job boards généralistes, ou ne vaut-il mieux pas aller sur un réseau social spécialisé, ultra utilisé par les commerciaux? Donc le message que je souhaitais faire passer par là, c'est sortons et sortez, s'il vous plaît, des sentiers battus. Cherchez. On a un énorme moteur de recherche que tout le monde connaît qui s'appelle Google. Vous tapez réseau social professionnel bâtiment, réseau social professionnel genre santé, etc. Et vous allez voir apparaître peut-être un réseau social ou deux réseaux sociaux, puisqu'on a 250 sur le marché, qui sont tout autant pertinents en termes d'utilisation si vous êtes dans une logique sourcing et recrutement. Il faut arrêter de penser marque et surtout vraiment être intelligent dans sa démarche de recherche, en fait, de profil. Je prends l'exemple de ce réseau social-là, Salézéo, c'est pas les chaussures, hein. C'est pas le même. C'est un réseau social professionnel pour les commerciaux. On sait très bien que, je fais encore un peu de business, donc je fais encore un peu de prospection, on sait très bien que pour avoir un contact, c'est ultra compliqué, pour avoir un numéro de téléphone et une ligne directe. Ben, l'avantage de ce réseau social, c'est qu'on prend toutes nos cartes de visite, on les met en ligne sur ce réseau social-là et on peut faire des recommandations. C'est ultra utilisé par les commerciaux actifs, ce que j'appelle moi les commerciaux connectés par rapport à ça. Mais derrière moi, si un jour je suis amené à faire du recrutement de commerciaux, c'est là-dessus que je vais aller. Excuse-moi, tu connais un réseau social un peu de ce style-là, RH ou pas? Personnellement, je n'en connais pas. Donc, il y a une ou deux plateformes en fait qui essaient de se donner une plateforme réellement sociale, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ce que je pensais malheureusement. On n'est plus sur des réseaux sociaux, je dirais métiers. Voilà. On n'est plus sur une utilisation métier en fait des réseaux sociaux pro, hein, bien entendu, pour répondre à un besoin d'échanger autour d'intérêts communs, plutôt que sur des secteurs par rapport à ça. Autre exemple, on parle souvent des secteurs protégés. Quand je parlais de métiers ou de secteurs, on parle souvent on se dit voilà, les médecins et les pharmaciens, eux ont également leurs réseaux sociaux. On a un réseau social dédié à la fonction médicale, un pour les pharmaciens, un pour les infirmiers, un pour les podologues. On voit, il y a vraiment une multiplication en fait, des réseaux sociaux et surtout vraiment ouvrir le champ des possibilités quant à l'utilisation de ceci parce que derrière, le mode de fonctionnement reste totalement identique à tout ce que vous connaissez à l'heure actuelle avec n'importe quel réseau social. Donc on a vu le digital, de la couche support jusqu'à la sécurité. On a vu qu'un réseau social, et merci de ta participation Valentin, donc c'est un moteur de recherche, mais qui va quand même beaucoup plus loin que le simple fondement d'utilisation du moteur. Et en ce moment, on entend parler des big data. Tout le temps, c'est big data, on va faire du recrutement prédictif, big data, etc. etc. Donc François pourra intervenir, mais là ça nous prendra 2 heures, donc j'ai fait un slide. Donc pour vous donner une petite idée, il nous a fallu pratiquement 2000 années pour créer X volume de données. À partir de 2013, il fallait 10 minutes. 2000 ans pour créer un paquet de volume. À partir de 2013, il fallait 13 minutes. À l'heure actuelle, on est en 2016. Pour créer tout le volume de données qu'on a créé depuis 2000 ans, il nous faut 2 minutes. Donc quand on parle du fait qu'on est à l'ère de la data, de la donnée, mais regardez, prenez votre téléphone, si vous avez un Samsung avec le logiciel à chaque fois que vous bougez, on récolte vos données. Si vous allez sur Google,
En parallèle sur votre téléphone Android, non seulement on sait où vous naviguez, on sait où vous êtes, on récupère tout un tas de données. On est vraiment à l'ère des données par rapport à ça. Et surtout, 90% des données mondiales ont été créées ces 2 dernières années. Donc pour résumer simplement, c'est quoi le Big Data? C'est 2 choses. C'est un énorme volume de données. On l'a vu, déstructuré. Et ensuite, quand on a des données, si on est dans une logique informatique, il faut traiter des données. Données déstructurées, on va les traiter pour faire quelque chose de cohérent. Et pour traiter ces données, on fait quoi? Et c'est quoi l'objectif du traitement des données? C'est créer des modèles qui vont générer de la valeur. Et pour créer des modèles qui vont générer de la valeur, on va utiliser des algorithmes. Vous voyez, Big Data, c'est pas compliqué. Volume de données, déstructuré, traitement de données. L'objectif, c'est quoi? Créer des données, des modèles pour créer de la valeur. Ça peut être une valeur commerciale. Moi, j'ai travaillé pour un acteur en fait, qui recrutait un data scientist. L'objectif, c'était d'utiliser toutes ces données pour faire du business. Et pour ce faire, il faut créer de nouveaux modèles avec les algorithmes qui sont des mathématiques. Vous voyez? C'est pas si compliqué que ça à comprendre en fait. C'est simplement dupliquer ce qui existait avant, mais ramener ça sur des volumes de données qui sont phénoménaux. Mais les enjeux ils sont là pour les sociétés. Upgrader ou up-to-date? Une fois qu'on a compris ce qu'est le digital et tout le reste, donc on parle de digitaliser le recrutement. Upgrader ou up-to-date? Est-ce que gadget or not gadget? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi j'entends souvent, parce que je fais pas mal de piges et de veille, c'est un peu mon métier aussi, que pour être bon recruteur, il faut être au top de l'utilisation des technos. Regardez, moi je suis cabinet de recrutement, regardez tous les cabinets de recrutement, il n'y en a pas un seul qui ne met pas le terme Big Data dans sa plaquette ou sur son site. Dans la réalité, il y en a combien qui utilisent? 0,1% à tout casser. Donc vraiment, je vais essayer de différencier la notion d'utilisation utile d'outils digitaux au service du recrutement et des étapes du recrutement de gadgets. C'est pas parce qu'on multiplie les couches en fait, de gadgets qu'on en est meilleur recruteur. Ne jamais oublier qu'à l'heure actuelle, et d'ailleurs avec François on avait fait une conférence là-dessus, et pour certains ici vous avez participé, que plus c'est techno, plus c'est digital, plus les gens souhaitent revenir à des notions de transparence et de simplicité. Donc, il ne faut pas confondre entre outils et ce que j'appelle millefeuilles de gadgets digitaux qui ne sont pas là pour améliorer ce que j'appelle moi l'expérience candidat. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est que quand on parle recrutement, il ne faut jamais oublier que le recrutement est un long processus. Quand j'entends parler de digitalisation du recrutement, bien souvent j'entends parler de digitalisation des outils de sourcing et de recherche de candidats et de préqualification des candidats. Ce que je veux dire par là, c'est que le recrutement est un long processus. Et surtout, le recrutement, ce n'est qu'un temps de passage. La finalité du recrutement, c'est quoi? C'est pas de recruter, c'est que la personne intègre la société, qu'elle remplisse ses missions et ses tâches. Donc un processus de recrutement vient au-delà et est beaucoup plus large, et ça on l'oublie généralement, que le simple fait de sourcer, d'identifier, de préqualifier tout simplement des candidats et de gagner du temps dans une étape qui est chronophage. Et quand on parle souvent d'upgrader, et moi c'est ce que je vois sur le marché, souvent et dans 90%, les outils ne servent qu'à gagner du temps dans une étape chronophage qui est celle du sourcing et d'évaluation de profil. Non, le recrutement c'est toutes ces étapes-là. Et on viendra dans le détail tout à l'heure. Et là le message que je souhaite faire passer, c'est que déjà premièrement, et je l'ai dit, ce n'est qu'un temps de passage et la suite d'un long processus, mais surtout, si on souhaite upgrader, donc digitaliser un petit peu son long processus de recrutement, il convient d'équilibrer l'utilisation du digital sur toute ou partie du processus. Moi j'ai déjà eu le coup en fait, avec un de mes clients qui était au top d'utilisation du digital dans la préqualification des candidats par vidéo, par machin, etc. C'était topissime. Et lorsque la personne arrive dans la société, il n'y a pas d'ordinateur connecté, l'adresse mail n'est pas créée, il n'y a même pas un book d'accueil, etc. Il y avait un décalage énormissime entre l'utilisation du digital sur une étape du processus par rapport à la finalité aussi qui est l'intégration du collaborateur. Donc vraiment quand je parle d'upgrader et digitaliser, bien essayer d'équilibrer tout simplement les outils
dans tout ou partie, en fait, tout simplement des étapes d'un processus de recrutement. En n'oubliant pas que c'est un long processus. Autre chose également, et ça c'est pour ceux qui sont amenés à faire du recrutement aussi peut-être de manière un peu plus volumique, ne jamais oublier que le recrutement est un métier de production. J'ai un besoin, il faut le pourvoir. Parce que sinon j'ai la pression interne de mes opérationnels, ou moins la pression de mes clients par rapport à ça. Et comme tout métier de production, il y a 3 critères à respecter. La qualité. Pas parce qu'on fait du volume ou qu'on produit beaucoup, il ne faut pas être dans une démarche de qualité. Il faut respecter aussi une notion de délai acceptable, autant en interne pour les opérationnels que pour nous, nos clients. Et enfin, avoir des coûts raisonnables aussi par rapport à ça. Des coûts acceptables et qui permettent tout simplement de recruter avec une notion de retour sur investissement qui est importante. Donc le message que je souhaite faire passer par là, c'est que oui, on peut digitaliser, oui, on peut grader, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on ne le fait qu'à partir du moment où ça peut rajouter de l'agilité dans un processus de recrutement. À partir du moment où ça peut nous apporter un peu plus de réactivité, justement pour réduire les délais et sur cette notion de coût. Et surtout de l'efficacité par rapport à ça. Donc le recrutement, c'est un métier de production, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de professionnels de la fonction RH qui se rendent compte au quotidien, lorsqu'ils arrivent notamment au cabinet de recrutement, que ce n'est pas tout à fait la même vision des choses entre la vision RH et la vision en fait, qu'on a dans le recrutement qui est un métier de production où on doit faire court, rapide, efficace, respecter des délais, des coûts, etc. On est un métier de prod. Donc par rapport à ça, priorité au pragmatisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un outil, en fait, quel qu'il soit, peut être efficace dans un cas et pas dans l'autre. Et le plus important dans le recrutement, c'est le pragmatisme et la finalité. Je vais prendre un exemple. On fait beaucoup de recrutement, on sait très bien que le recrutement de profil IT, c'est hyper pénurique, c'est compliqué, etc. Avez-vous déjà essayé de faire passer un entretien par vidéo différé un ingénieur Java J2E? Eh ben, il ne répondra jamais. Et vous le perdez, parce qu'il a la concurrence. Voilà. Donc, vraiment la finalité et le message à faire passer, c'est priorité au résultat et au pragmatisme. Il faut s'adapter au mode de fonctionnement de la cible qui nous intéresse. Un jeune ingénieur Java J2E, je ne lui fais pas passer un entretien par vidéo différé. Je l'appelle, je le viens et je bois un café avec lui. Simple, efficace, droit au but. Une responsable communication, bien entendu qu'on peut lui donner l'occasion de s'exprimer en fait par entretien, par vidéoconférence ou par entretien vidéo différé. Bien entendu, puisque c'est son cœur de métier par rapport à ça. Donc vraiment essayer. Chaque situation est différente. Un gadget un gadget ou un outil dans certains cas peut être utile et pas utile. Il faut faire preuve de discernement en toute honnêteté dans l'utilisation des outils. Voilà. Parce que chaque situation est différente à chaque environnement et surtout il faut avoir une démarche au cas par cas des outils. Et ça c'est très important. On ne peut pas uniformiser l'utilisation des outils sur toute une société, sur tout un environnement, ça ne marchera pas. Moi j'ai un client, je ne citerai pas le nom parce que c'est un gros acteur du marché dans l'Ouest, qui fait passer 5 entretiens, en fait justement ces profils informatiques. 5 entretiens. 5 entretiens, donc une demi-journée de test dans un cabinet conseil pour des informaticiens. On en perd 4 sur 5. Et ça gère une frustration pour tout le monde. Et enfin, et c'est là que je voulais terminer là-dessus, c'est qu'on pense surtout du côté du recruteur. On focus surtout du côté du recruteur. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la notion d'expérience candidat et l'acceptabilité des processus de recrutement par les candidats. Vous voyez, quand on parle de recrutement prédictif, quand on parle de ceci, cela, etc., ils en pensent quoi, les candidats? Ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? L'une des questions, Frédéric, c'est est-ce que tu accepterais d'être recruté par un algorithme? Exactement. La logique est là. Ici, autour de la pièce, dans la pièce, personne, et je pense que parmi ceux qui nous regardent non plus d'ailleurs, ça n'est pas ça l'enjeu. Et d'ailleurs, les algorithmes, à mon avis, sont utiles, mais ailleurs. Exactement.
Mais la mécanique est là, sa notion d'acceptabilité aussi par les candidats, c'est-à-dire que nous on a une vision recruteur, on a une vision processus, on a une vision engagement de résultat vis-à-vis de nos équipes ou vis-à-vis de nous, de nos clients. Mais derrière ça, il ne faut jamais oublier qu'on est sur un marché qui est tendu, sur tout type de profil. Les compétences, il faut les attraper, il faut être rapide en fait dans un processus, et surtout, va-t-il accepter tout simplement nos outils? Et ça c'est important. Ça c'est une étude qui est sortie cette année de Tex Kernel, société assez connue sur le marché. Pour 86% des répondants, l'expérience candidat est déterminante. C'est là où je voulais arriver. Donc toujours faire aussi preuve de discernement. Oui, je souhaite utiliser un outil. Oui, on peut utiliser un outil, mais au cas par cas et pas de manière uniforme et adapté à un environnement. Mais toujours penser au candidat. Va-t-il accepter l'utilisation de mon outil? Et surtout, est-ce que je ne vais pas perdre dans mon processus de recrutement tel ou tel talent? N'oubliez pas qu'on est sur un métier pragmatique par rapport à ça. Avez-vous des questions? Pas de questions? C'est étonnant, François. Non, non, je trouve ces éléments et ce rappel au bon sens particulièrement utiles, notamment quand on regarde un petit peu tous les buzz médiatiques qu'on peut voir, et tout ce qui peut traîner d'ailleurs. Les réseaux sociaux sont intéressants, mais c'est des amplificateurs des phénomènes. Et encore aujourd'hui, de toute façon, le recrutement par réseau social, ça s'adresse à un type de population et pas à tout le monde. Tout à fait. Et d'une certaine façon, ce que j'aime bien dans ta logique, qui est d'avoir une démarche équilibrée sur l'ensemble des démarches de recrutement pour que l'entreprise donne une vision cohérente de ce qu'elle fait. C'est pas la peine d'être upgradé et up-to-date. Voilà. Être à la mode. Il y a une énorme différence. Donc ce point-là, moi, me paraît particulièrement juste et judicieux. Donc c'est pour ça que j'ai pas de remarques particulières. Ça me fait plaisir. On n'en est pas encore à recruter au premier regard. Dans certains métiers, ça dépend. Je pense par rapport à l'émission, de M6, un Mario au premier regard. Ah, quelle horreur. mais tu as... moi, alors, je trouve ça complètement fou, mais maintenant, tu as aussi des logiciels où, justement, sur la base de ces entretiens vidéo différés, tu as l'analyse de la gestuelle, de la posture et le décryptage comme ça. Mais ça devient fou. On est toujours dans une... Allez boire un café, justement. Va boire un café avec ton gars, ça ira 10 fois mieux. C'est 10 fois plus simple. Un informaticien ou ce profil-là, vous savez, c'est les gens qui aiment bien la proximité, la simplicité, la transparence. De toute façon, ils sont sur un marché plein, donc là-dessus, vous savez, donc c'est moindre détail qui fera la différence. Donc leur imposer en fait des outils qui par moment peuvent être utiles, mais là des outils qui peuvent sembler gadgets, c'est contre-productif. Donc ne jamais oublier ce qu'on a vu, respecter des délais, des coûts et surtout l'efficacité, c'est hyper important. Je crois que c'est Google qui a fait marche arrière d'ailleurs. Ils avaient mis en place un processus pour analyser, on va dire analyser quelles étaient les meilleures candidatures, etc. Oui. Finalement, il y a eu une forme de révolution en interne, notamment de la part des managers qui refusaient qu'on recrute déjà à leur place, et qu'on recrute finalement des candidats que eux-mêmes n'avaient pas rencontrés, etc. Donc, alors que Google, ils sont quand même pas les derniers en termes d'analytique, ils ont fait marche arrière par rapport à ça. C'est exactement ça. J'avais oublié que la machine est au service de l'être humain. Souvent on essaie d'opposer, excuse-moi Valentin, on essaie souvent d'opposer en fait tout simplement la machine, donc les algorithmes et la techno à l'être humain. Moi je considère qu'un ordinateur, quand j'en ai marre, je le débranche. Ouais. Et c'est au service de l'être humain. Mais de ne pas surexposer le côté marketing, communicant de ces outils-là par rapport à notre quotidien. Oui, concernant ce point-là sur Google, alors je suis désolé, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je m'étais un jour amusé à faire le ratio entre le nombre de personnes, de recruteurs, de gens dont c'est le métier, chez Google par rapport au nombre de CV reçus, du temps des algorithmes, et par rapport à ce qu'on constate dans la population en France. Je ferai remarquer quand même que le métier de recruteur chez Google, même si en dehors des algorithmes, etc., c'était quand même particulièrement confortable. C'est-à-dire qu'ils avaient à traiter... alors je dois me tromper sur les chiffres, et j'en suis à peu près certain, mais je mettrai le complément en dessous de la vidéo. C'était du style, quand un recruteur en moyen en France reçoit 200 CV, eux ils en traitent 10. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, sous-entendu, ils avaient toute cette panoplie, mais Google a également énormément investi
dans les hommes pour le recrutement. Il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Hein. Oui, puis surtout sur le fait aussi, on pense souvent Google comme énorme machine technologique à recruter. Il faut savoir que dans la réalité, mais tu connais un peu peut-être mieux le marché américain que moi, Valentin. Je vais en parler après. Voilà, ils ont aussi du mal à les garder. Quoi qu'on en dise. Donc quand on voit le processus de recrutement, parce qu'on pense souvent au recrutement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une étape. L'objectif, c'est pas de recruter, c'est que les gens restent et remplissent leurs tâches et leurs missions par rapport à ça. Donc il ne faut jamais oublier que c'est un long processus qui se termine peut-être jamais en fait dans une société à moyen long terme. Valentin. Ça dépend des modèles. Enfin, c'est-à-dire qu'en Californie, typiquement au Silicon Valley, sur les 12 premières années de leur carrière, une personne moyenne va connaître 14 employeurs en moyenne. Donc on est effectivement sur un modèle qui est juste complètement différent, où les gens switchent d'une boîte à l'autre. Mais bon, on est dans un écosystème très particulier avec une hyper-croissance, avec des gens particulièrement qualifiés qui recrutent au niveau mondial, et notamment beaucoup de Français. Donc ça c'est un point. Juste un point que j'aimerais dire sur le big data, c'est qu'on voit toujours le big data comme le règne de l'automatisation. Tout à fait. Et tout, il faut quand même faire attention, c'est l'automatisation selon des modèles comportementaux qui, eux, sont développés par des esprits humains. On est d'accord. Et à partir de là, la justesse repose quand même sur la justesse de ces modèles comportementaux qui est, je dirais, largement critiquable. Enfin, je ne sais même pas si c'est critiquable, mais au sens où évidemment chaque environnement est différent et que le modèle comportemental Google va évidemment pas convenir au modèle comportemental Oui Réseau, Consulting RH, Format Eva ou CEPI, quoi. Faut être très clair à ce niveau-là. Et ça pose là aussi la question du big data, comprenant toujours comme étant un modèle d'automatisation qui est en fait ni plus ni moins qu'un énorme listing de choses où on considère que s'il y a ça, donc ça. Mais le donc, il est élaboré par un esprit humain. Toujours. Et ça, faut pas l'oublier. Et donc, c'est une conviction et c'est un choix. Et c'est pas quelque chose de bien qui va savoir mieux que nous ce qu'on souhaite. Faut être absolument clair là-dessus. Le big data, c'est pas compliqué. Non, mais même pas encore. La façon dont c'est structuré, ça ne peut pas être autrement. C'est un truc très bête. La puissance du big data, c'est qu'on a un niveau énorme de données. Et qui est de plus en plus énorme, avec une croissance exponentielle. Mais les formes de mise en relation ne sont pas très complexes dans l'absolu. Sont pas très complexes. Sauf quand tu commences à compléter avec des logiques de machine learning, où l'algorithme génère l'algorithme. Ça, c'est un autre point. Mais pour moi, le big data, c'est pour ça que le big data n'est que de l'analytique tant qu'il n'y a pas le machine learning. Absolument. Et de ce point de vue, ça commence à être parfois plus questionnant. Parce que c'est l'adaptabilité de nos algorithmes via un algorithme en tant que tel. Et ça pose des questions. Tu parlais tout à l'heure, Frédéric, de transparence, d'éléments quant à la transparence des modèles de sélection, des modèles d'identification des candidats, etc. Et ça va poser, déontologiquement et éthiquement parlant, d'énormes problèmes, à mon sens. Et tout dépend de la finalité. Hein. Et là, on n'y est pas encore. C'est ce qu'on parle. On parle souvent, on est en train de dériver, excusez-nous, hein. Ceux qui nous suivent, on est en train de dériver sur la logique du big data, mais moi qui fais du recrutement de temps en temps de data scientist, hein, c'est grave absolu en ce moment pour les sociétés, on me dit il me faut un data scientist. Mais pourquoi? C'est la première question. Parce que le big data, c'est quoi? Vous prenez une piscine, vous mettez des balles dedans. Si c'est un bon matheux, un bon statisticien, il vous reçoit une bonne boule. Mais si vous n'avez pas défini un objectif, bah, ça ne correspondra pas à votre besoin. La logique est là. C'est-à-dire que les big data, on en fait ce qu'on veut, mais le plus important, c'est d'avoir une finalité par rapport à ça. Voilà, la logique est là. Et à partir du moment où on a défini une finalité, des enjeux, etc., ça permet de simplifier grandement les choses. C'est de l'aide à la décision, encore faut-il savoir ce qu'on veut décider. Oui, absolument. François? Tout va bien pour moi. D'accord, ok. Donc on l'a vu, on est sur un process de recrutement de plus en plus chronophage et de plus en plus digital. Alors, de manière globale, je dirais plus moderne. Ce que j'ai pour habitude de dire, qu'on est au XXIe siècle, il ne faut pas l'oublier, on est en 2016, on n'a jamais produit autant de valeur et on recrute encore sur un bout de papier. C'est le cas, non? Bah c'est souvent le cas, oui, effectivement. Donc plus que upgrader, digitaliser, etc., si on essayait, je suis désolé, j'aurais dû le faire en 2 slides, parce que c'est pas très visible, j'imagine,
de moderniser tout simplement, de manière pragmatique, en n'oubliant pas ce qu'on a vu précédemment, le process tout simplement de recrutement global. Donc, en amont et en aval. Définir le poste et son besoin. Bah, ça me paraît logique et évident, mais dans beaucoup de sociétés, c'est pas le cas. Si vous souhaitez digitaliser, sachez qu'il y a des outils gratuits sur Internet qui vous permettent de faire des fiches de poste, simplement. Autre chose également, quand on établit un poste et un besoin, on focus uniquement que sur les compétences. Bah oui, on recrute essentiellement de compétences. Mais il y a deux critères qui sont déterminants et qui font bien souvent plus la réussite que l'échec, tout simplement d'une collaboration, c'est la notion de valeur et la notion d'adaptabilité par rapport à l'environnement. C'est des critères subjectifs, ils sont hyper compliqués à modéliser. Mais pourtant, c'est ces deux critères-là qui sont bien souvent déterminants dans une société. La notion de valeur, c'est une notion de valeur peut-être sociétale, donc une société, mais c'est aussi une notion de valeur par rapport à l'action de travail. Je prends un exemple souvent compréhensible d'un commercial. Un commercial peut avoir les mêmes valeurs que son patron, son directeur commercial. Mais au quotidien, dans son action commerciale, si c'est une personne qui n'a jamais été habituée, par exemple, à faire du one-shot ou du porte-à-porte, et si ça ne correspond pas à ses valeurs, eh ben ça ne marchera pas. Et bien souvent ça, ces critères de valeur et d'adaptabilité par rapport à l'environnement, on les oublie. Et il y a des outils digitaux, gratuits, qui permettent, pourquoi pas, d'essayer de le formaliser. Autre chose également, on a vu qu'on était sur un marché où c'est de plus en plus complexe en fait, il y a plus démultiplication des canaux, de plus en plus chronophage. Avant de recruter, ne vaut-il mieux pas déjà en amont et dans sa société identifier les talents en interne? Moi c'est ce que je dis aussi à mes clients, bien souvent vous les avez chez vous, les talents, mais vous ne donnez pas moyen d'identifier vos talents en interne. Et là il ne faut pas que du digital, là. C'est essayer de donner une visibilité à un collaborateur. On a tous, dans toutes nos sociétés, des collaborateurs, on va dire, un peu plus communicants, parlants, qui vont démontrer qu'ils existent, mais on a aussi des collaborateurs, on va dire, peut-être d'opinion, si on leur donne la possibilité de s'exprimer sur un intranet, sur un réseau social, pas forcément qui va coûter des centaines de milliers d'euros, des petits outils. Voilà, ne serait-ce qu'avoir une boîte ID, etc., peut donner potentiellement la visibilité à un collaborateur en interne, sans qu'il soit nécessaire pour lui de s'exprimer en public. Mais essayer de donner vraiment de la visibilité aux collaborateurs et des outils pour ça. Aussi, il faut une modification du rôle du manager. Le rôle du manager, c'est pas simplement être le chef et utiliser des outils. C'est que le manager de 2016, des temps modernes, il doit être authentique. Il doit être en veille aussi sur les comportements de ses collaborateurs. Étudier, regarder, discuter, échanger. Et aussi très important, puisqu'on a vu, et ça c'est une attente très importante, que plus on est digital, plus le marché est concurrentiel, plus les collaborateurs demandent de la transparence. Un collaborateur est capable de tout comprendre et de tout entendre si on est transparent avec lui, si on lui dit clairement les choses par rapport à ça. Ensuite, pour recruter, on a vu qu'il y a une étape de sourcing de manière globale, c'est faire connaître son besoin en externe. Généralement, on pense, ah, j'ai un poste à pouvoir, je dépose une annonce. Ça représente à peine, mais ça dépend des profils, c'est pour ça que l'amplitude est large, entre 5% et 40% des CV. Des fois, nous concernant, sur certains postes, on dépose 17 annonces, on a 2 CV qui se battent en duel. Et généralement, ils sont à côté de la plaque. Donc le réflexe de se dire, j'ai un besoin, je communique et je fais connaître mon besoin en externe, est-il encore le bon? Donc il faut modifier aussi sa méthode et son mode de fonctionnement en termes de sourcing. Donc forcément, ça passe par rechercher et identifier des profils, et ça représente entre 60 et 95% des contacts et des profils qu'on est susceptible d'avoir. Et là, on est sur une démarche de recherche, donc d'approche de talent via des outils modernes, et je vais vous montrer quelques exemples après, de sourcing, donc là on est sur du court terme, mais pendant de la recherche de collaborateurs à court terme, de la recherche à moyen terme, c'est notre logique d'irréputation. Le sourcing, c'est je vais chercher les talents, j'ai un besoin, je vais le chercher. Mais ne vaut-il mieux pas qu'à moyen terme, cette personne vienne? Recueillir les actes de candidature. On reçoit encore des candidatures par CV, par email, etc. Il faut élargir le spectre de réception des candidatures. On est en 2016 par rapport à ça. Candidature par compétence, candidature par affinité. Il y a des outils qui permettent de le faire, on va le voir. Ensuite, il faut évaluer les profils. Process d'évaluation simple. Relation basée sur l'échange. Relation basée également sur la mise en situation. Très important. Et surtout, recruter, c'est faire des choix et prendre une décision.
jamais, jamais, jamais vous pourrez sécuriser à 200%. C'est pas possible. Décider, c'est faire des choix et prendre des décisions. Prise de décision rapide, ne pas oublier qu'il y a la concurrence, et surtout, n'oubliez pas votre e-réputation. Ne jamais oublier. Un candidat valorisé, ça équivaut à un candidat potentiellement qui va démontrer la qualité de votre société auprès d'autres collaborateurs. Un candidat qui ne recevra pas de réponse, il va le faire savoir. Ne jamais oublier. Logique de e-réputation. Et surtout, par pitié, bonne intégration du collaborateur. Il nous reste combien de temps, François? Encore 10 minutes, pas plus. Ah bah on est pile poil dedans. On est pile poil dedans. Donc, on a vu de manière très simple sur le slide précédent que l'idée c'était peut-être pas d'upgrader mais surtout moderniser avec certains outils, mais dans le mode de fonctionnement et psychologiquement aussi peut-être de manière sociale le processus de recrutement de manière globale. Là je souhaiterais vous montrer en fait certains outils voilà, qu'on a extraits du marché par rapport à ça qui potentiellement en fait vous permettraient d'anticiper un petit peu sur l'avenir et d'être on va dire up to date. Donc déjà premièrement on a ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme barbare, mais on va parler du marketing automatisé, marketing automatique, ce qu'on appelle tout simplement, voilà je pense que beaucoup de sociétés ici ont un espace carrière, ou un espace de représentation, un site internet, etc. Mais en fait on ne capitalise jamais sur l'audience que nous avons, jamais. On a des gens qui viennent et qui repartent, terminé. On a vu qu'on est à l'ère du digital, à l'ère de la donnée, de l'analyse de données. Si on pouvait, et c'est le cas du marketing automation, marketing automatisé, si on pouvait capitaliser sur votre audience pour identifier la bonne personne pour envoyer le bon message au bon moment, oui, là on franchit une étape dans la sollicitation en fait, intelligente en fait, des collaborateurs. C'est le cas de certains outils qui existent dans cette dimension de marketing automatisé. Voilà. Je prends un exemple, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que le ton commence à raccourcir grandement. Quand on vous demande en fait, quand vous avez un intérêt, bien souvent, quand on vous demande par la suite de laisser une adresse mail pour recevoir un livre blanc, bien souvent, on vous engage. Et on est vraiment dans cette logique du marketing automation où on cible une population, on suscite son intérêt, on l'engage, et après on vient le solliciter commercialement. Cette logique-là. Donc ça, cette logique-là de marketing automation, on peut la reprendre en fait au niveau du recrutement en capitalisant sur votre audience, une cible, en envoyant le bon message, en engageant la personne, et pour envoyer le bon message qui sera un peu différent d'une simple offre d'emploi qui sera publiée droite ou gauche. Un exemple, j'ai fait justement une recherche sur marketing automation, j'ai téléchargé un livre blanc, bing, comme par hasard, on propose un webinaire. Typiquement le cas. Pour la partie sourcing, là aussi on a vu qu'on était sur un internet social, puisque ça représente quand même un tiers de la porte d'entrée du média internet. Bah, désormais il y a des outils qui existent, ce qu'on appelle des bots, t'aimes pas le terme bot François. Donc des robots intelligents qui respectent la déontologie et l'éthique, il y en a qui existent par rapport à ça. Et ben ces outils en fait ils peuvent vous permettre d'effectuer ce qu'on appelle une cartographie complète d'un réseau social. Je recrute un ingénieur en physiologie microbienne. Ok, faites le tour de toutes les CVTech, faites le tour des réseaux sociaux, vous allez voir. C'est compliqué. Mais il y a des autos qui permettent en fait, à partir d'une simple utilisation, de crawler tous les réseaux sociaux et de sortir tous ceux potentiellement qui ont fait une thèse sur la physiologie microbienne. C'est simple, mais c'est efficace. Et surtout là on upgrade le recrutement. On va beaucoup plus loin. Là je prends un exemple de cartographie. Donc, là, on était sur plutôt une orientation, c'est un peu trop petit, là, on ne voit pas. Plutôt, là, on voulait avoir en fait tous les députés, voilà, et ceux qui avaient communiqué récemment sur tel ou tel article. L'exemple, on a son identifiant, son nom, son prénom, la désignation, on a le nombre de followers, le nombre de messages envoyés et les dernières publications. On a tout. Donc là, oui, lorsqu'on est sur du recrutement, on va dire, de profils plutôt complexes, sur des métiers, on va dire, spécifiques, là, c'est une force de frappe qui est importante. Et là, on upgrade vraiment. Deuxième méthode aussi, un outil, on va dire, un peu plus visuel. C'est la même logique que ce qu'on a vu derrière. Bah, ce type de robot, par exemple, permet de, tout simplement, au lieu d'avoir un fichier Excel, d'avoir la même logique sur une infographie ou sur une logique, on va dire, un peu plus visuelle. Et là, vous avez la même chose qu'on a vu auparavant, et vous cliquez sur les boutons, et vous avez tout. Et vous pouvez rentrer en relation avec les gens. De manière simple et efficace. Autre évolution, pour être un peu plus up-to-date,
on postule souvent encore par CV. Il y a des solutions qui existent, il y en a une qui est ici, mais il y en a d'autres, qui permettent vraiment de candidater par compétence. Au lieu d'envoyer un CV, il y a un bout de papier, un CV, une lettre de motivation, je vais m'exprimer sur mes compétences à partir de questionnaires 100% personnalisés. Et après, je réponds et je vais voir tout de suite si je suis éligible ou pas au poste. On va me le dire, tout simplement. Et après, si je veux, bah, je peux déposer mon CV ou pas. Mais en tout cas, ça permet à des personnes qui n'ont peut-être pas cette capacité à faire un bon CV. Ça permet à des personnes qui n'ont pas aussi des beaux noms, parce qu'on sait très bien que les marques sur un CV, ça rassure, de pouvoir avoir les mêmes chances, tout simplement, de candidater qu'une autre personne. Donc essayez d'élargir le spectre de candidature. Là, il y a un outil donc, qui permet vraiment d'identifier les meilleurs talents sur la base de compétences. Un exemple de questionnaire. Voilà, convaincre, lever les objections dans les premières minutes de votre entretien téléphonique avec un prospect, une fois que vous êtes, etc., etc., et la personne répond. Il y a des points derrière, tac, 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 tac. Pas besoin de CV, on répond par compétence ou par conviction par rapport à ça. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que ces outils-là sont acceptés? Oui, bah, il faut se poser la question. En tout état de cause, ces outils, en fait, tout simplement de candidature par compétence sont acceptés par les candidats. Quand je parle d'expérience candidat, c'est là où je veux l'arriver. Voilà, un outil est potentiellement utilisable, ça peut apporter de la valeur ajoutée pour l'entreprise, mais ne jamais oublier l'expérience candidat. Et dans ce cas-là, oui, dans 71% des cas, les candidats sont contents de postuler et d'avoir la réponse par compétence. Et on élargit le spectre. Je vais encore faire bondir François. Sur la logique de réputation, on peut également utiliser des robots, on va dire pas forcément automatiques, hein, parce que pour moi un robot c'est automatique. Il y a des robots intelligents, semi-automatiques, qui respectent l'éthique et le droit, en fait, qui peuvent être utilisés pour, dans cette logique de réputation, donc d'attirer tout simplement au fur et à mesure les talents, de créer votre communauté. Essayez de créer votre communauté sur Viadeo, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Enfin, je pense que tu l'as fait chez Formeva, ça prend du temps quand même. Voilà, donc créer une communauté permet vraiment d'attirer les gens sur la valeur ajoutée que vous souhaitez faire partager. Là, c'était par exemple pour les services à la personne. Un groupe a été créé sur ce qu'on appelle l'innovation créatrice dans les services. L'objectif, c'était de faire quoi? Venir des auxiliaires de vie. Et leur parler de manière positive d'un métier sur lequel il y a beaucoup de concurrence et surtout les gens sont très mal payés. On change un peu la vision qu'on peut avoir du métier d'auxiliaire de vie. Donc création d'un groupe, voilà, puisqu'on a l'air, n'oubliez pas, des réseaux sociaux, un internet social. On crée ce groupe avec une finalité qui est de certes de recruter, mais surtout de faire passer des messages, donc dans cette logique de réputation. Et après on lance les robots semi-intelligents pour faire en sorte que ce qui peut potentiellement vous prendre 3 ans pour créer votre communauté, on puisse le faire beaucoup plus rapidement. Et que ça puisse avoir un retour sur investissement dans cette logique de recrutement, délai, qualité, coût. Exemple, cette communauté, donc en 15 jours, 310 membres, c'est quand même déjà pas mal. Et 20 jours après, le double. Vous allez avoir le support, regardez cette communauté sur internet, ils sont à 3000 personnes maintenant. Ce qui prend plusieurs années, ça a été fait en 2 mois. Donc l'utilisation de moteurs intelligents pour créer votre communauté et tout simplement les amener tout simplement sur votre dimension sociale. On peut le faire aussi directement. Si tu permets, ça prend 2 mois, plus un travail en profondeur extrêmement important, parce qu'il Oui. faut l'animer, il faut mettre... Exactement. Il faut une logique après derrière tout ça. Voilà. Une logique Et déjà, pour arriver à intelligente. 3000, ça veut dire que tu as animé, que tu as publié, rédigé, des choses comme ça, pour valoriser ton métier, valoriser ton entreprise, etc. Alors que, globalement, tu as prêché dans le désert. Oui, Là, tout à ce qui fait. est intéressant, c'est que tu commences à prêcher alors que la salle est quand même à peu près remplie. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est l'objectif. Cette logique d'utilisation de certains robots, j'aime pas le terme robot, hein, mais plutôt moteurs intelligents, peut servir aussi à créer votre communauté hein, pour attirer en fait les talents, mais vous pouvez l'utiliser aussi de manière, on va dire, individuelle. Voilà, c'est la même logique, c'est-à-dire que ces robots-là, par exemple, on peut utiliser tout simplement le profil de Frédéric Laurent pour inviter tous les directeurs commerciaux, tous les DRH, etc. etc. L'objectif de vous créer votre propre communauté pour faire ce qu'on appelle tout simplement de l'approche de talent. La logique est la même, hein. La dimension est la même. Et là, on a l'exemple aussi, tout simplement, d'une personne en fait qui est passée
de quelques utilisateurs à 617 contacts en quelques semaines par rapport à ça. Donc ça participe aussi sur une nouvelle méthode en fait de sourcing, une nouvelle méthode en fait dans l'objectif d'approcher les candidats de manière intelligente. Toujours dans cette logique d'irréputation, ça j'aime bien. Comme on l'a dit, on est sur un internet social hein, et on sait très bien que le message, on va dire, passe toujours mieux de la part de collaborateurs. On a une solution qui s'appelle Passmotion, qui est une société anglaise, hein, qui permet en fait, sur un espace carrière d'une entreprise par exemple, de faire participer des collaborateurs ambassadeurs, des experts métiers. C'est plus les RH qui parlent là, c'est un technicien en signalisation électrique qui va répondre à des questions qu'on lui pose sur son métier. Là on est sur de l'implication et de l'engagement de la part des collaborateurs, et là on est sur une démarche, on va dire, intelligente pour séduire et attirer l'attention de personnes qui potentiellement souhaiteraient venir vers vous. On sort du corporate et on revient vers l'humain par rapport à ça. Ça sert à ça ces outils, hein, uniquement. Hein. Et enfin, et là je pense à Valentin qui est présent dans cette salle, hein, comme on l'a vu, hein, on est sur un long processus de recrutement. Il ne faut jamais nous oublier et ne négliger la phase d'intégration du collaborateur, c'est souvent elle qui est déterminante par rapport à ça. Bah, pourquoi ne pas mettre en place des solutions type e-learning en fait pour permettre la bonne intégration tout simplement des collaborateurs. Et là on a l'exemple de Valentin de Make-U-Learn qui l'a mis en place pour qui? GoPrendre, c'est ça? GoPrendre, c'est un des 2 ou 3 fabricants européens de bijouterie fantasy. Pour ceux qui font parfois leur course dans les monoprix, c'est notamment eux qui déploient la marque Balaboosté. Et l'idée, c'est une boîte de 4 à 500, qui va passer les 500 personnes l'année prochaine, et qui souhaite, qui donc prend une ampleur importante, qui fait partie des 2 ou 3 groupes européens qui restent sur ce métier-là. L'idée, c'est quoi? C'est on est un groupe en croissance, on veut soutenir la croissance, donc on a besoin que nos collaborateurs soient intégrés le mieux possible et le plus rapidement possible pour qu'ils soient opérationnels et créent de la valeur le plus vite possible. Donc on va créer des modules qui sont engageants, qui donnent envie et qui permettent de connaître les valeurs, le savoir-faire, l'histoire et les produits on a vu tout à l'heure. et les produits du groupe. Voilà. Et voilà, ce qui évite de monopoliser une journée de chef produit, une journée de manager, une journée de tout ça pour une personne à chaque fois. L'idée c'est que après 1 heure de visionnage ou 1 heure et demie de visionnage, bon, en réalité il y en a un petit peu moins, on a déjà une première étape et on peut rentrer en interaction et en discussion avec ses autres collègues de façon pour commencer à bosser le plus vite possible. Et là on a l'exemple parfait de la digitalisation, on fait d'un processus d'intégration de manière fun, efficace, ludique, hein. C'est quand même beaucoup plus sympa hein, quand on est dans une société parce que c'est aussi une partie de votre image. Avec cette personne en fait, vous voyez, c'est un module qui est simple, hein, commencer, ils l'ont tenté, statistique globale, 100% complété. Voilà, en tout cas c'est fun, c'est efficace et c'est pas un gadget. Voilà. Donc voilà, c'est là où je voulais en arriver, hein, c'est tout simplement, oui, on parle d'upgrader le recrutement, hein, mais il ne faut pas confondre upgrader et être à la mode. Il faut toujours amener en fait, les outils en fait, dans la dimension qu'ils doivent être, c'est-à-dire au service tout simplement de l'authenticité de l'être humain. Et surtout, je vais en terminer là-dessus parce que le temps est imparti, c'est que le digital, hein, c'est pas uniquement un moyen et des outils pour réduire les coûts ou sécuriser et maximiser les bénéfices, c'est surtout une formidable occasion pour vous, dans toutes les sociétés, de reméniser la relation. Donc merci à vous. Frédéric, vraiment merci pour cette intervention. Comme tu l'as gentiment proposé, on mettra également à disposition ton PowerPoint, on le mettra en PDF pour respecter ta production intellectuelle. Voilà. De partage et d'échange. Oui, c'est vraiment quelque chose que nous avons pu apprécier, avec également la grosse quinzaine, parce que ça variait entre 14 et 17 de personnes qui étaient connectées. Vraiment un grand merci. Juste avant de nous arrêter, je voudrais passer la parole quelques instants à Jonathan. Jonathan qui va se plier à un exercice similaire au tien, mais sur un sujet très très différent, le mois prochain, concernant la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur le champ de la qualité. Tu peux nous en dire quelques mots, puis après, eh bien, on s'y libère tous. Ok, avec plaisir. Donc après le recrutement, la formation, le jeudi 8 décembre, donc, on discutera notamment de la qualité en formation professionnelle. Donc vaste sujet.
Car je le rappelle, il y a une échéance, c'est celle du 1er janvier 2017. Juste. Date à partir de laquelle, si vous achetez de la formation ou si vous vendez de la formation, donc on dit que tout le monde est concerné, vous devez respecter des obligations en matière de qualité. Vous devez être par exemple certifié qualité ou être engagé dans une démarche qualité, sans quoi eh bien, vous devrez vous passer en tout cas des fonds publics, les fonds des OPCA, des régions, de Pôle emploi, bref, une grosse manne financière, donc c'est un sujet qui a son importance. Donc on parlera de qualité, je vous aiderai à y voir plus clair à ce niveau-là, et puis moi je distingue toujours la qualité d'un côté, le respect de la qualité, et après l'efficacité, donc les effets de la formation professionnelle. Donc on parlera évaluation, amélioration de l'efficacité, etc. Donc voilà, on parlera de tout ça le jeudi 8 décembre sur PSE à nouveau, et en présentiel d'ici à l'année. Merci Jonathan. Merci.